Sur le quai 2 de la petite gare de Saint-Aubin-sur-Meuse, un banc de chêne porte encore des entailles au canif, des initiales et une date. D. 14-06-81, 9h12. Sous le banc, on a retrouvé, en 2003, un carnet d'avis de départ maculé d'huile, coincé derrière un coffret électrique. Les tampons horaires y répétaient la même musique. Toujours un dimanche, toujours le train 8647 et toujours un nom rayé au crayon bleu. On disait que le dimanche avalait des veuves. On parlait d'un fantôme de locomotive. Ce que nous allons montrer, preuve en main, billets compostés, registres paroissiaux, procurations notariées et relevés bancaires, c'est qu'il n'y avait rien de surnaturel. Juste un système froid, rentable, et des hommes qui ont choisi de l'alimenter. Abonnez-vous si vous aimez les enquêtes où les fantômes ne sont que des écrans de fumée et où les chiffres, les dates et le papier crissent plus fort que le vent. Je suis arrivé à Saint-Aubin-sur-Meuse un matin de brouillard, novembre 2003. La verrière était laiteuse, la pendule murale arrêtée sur 7h58, et la vieille guérite du chef de gare servait d'abri à des vélos pliants rouillés. La ligne n'était plus qu'un sillon secondaire depuis 1996, mais les rails vibraient encore 2 fois par jour. J'étais venu pour des raisons qui n'intéressent d'ordinaire personne. Récupérer, pour le compte d'un musée ferroviaire, un lot de documents promis au pilon. Des liasses ficelées. Recette 1979-1982. Billets non utilisés. Main courante gendarmerie. Copie. C'est sœur Thérèse, 78 ans, infirmière retraitée de l'Hospice Saint-Joseph, qui m'avait écrit la première. Monsieur, on jette des choses qui expliquent pourquoi nos pensionnaires disparaissaient le dimanche. Sur sa lettre, une écriture régulière, scolaire, et un PS. Ne dites pas que j'ai parlé. Ici, on aime le silence. Elle m'attendait dans le hall, petite silhouette en manteau gris, un trousseau de clés à la main. Le chef de gare a tout laissé dans l'armoire métallique, dit-elle. Il est mort en 1985. On n'a jamais osé ouvrir. Elle inséra la clé. La porte racla et une odeur de papier gras et de poussière de frein nous prit à la gorge. Je n'étais pas là pour jouer les redresseurs de tort, mais la sœur déplia, avec le soin d'une pharmacienne, un carnet d'avis de départ. Des colonnes, date, numéro train, heure, observation. Au crayon bleu, une main nerveuse avait noté « Veuve Martin, refus monté », puis rayé, puis réécrit « Monté au quai, accompagné ». Dimanche 14 juin 1981. Train 8647, départ 9h12. Dans la marge, un signe. Un V, noir. Elle venait toute le dimanche, chuchota la sœur. Le billet aller-retour coûtait 11,60 francs pour les invalides, moitié prix. On leur disait qu'il y avait un médecin sur le train, un bénévole, qui aidait à porter les sacs. Il y avait bien un médecin. Il aidait, oui. Je relevai la tête. Vous l'avez connu ? Tout le monde le connaissait. Docteur Lemaire, médecin-chef de l'Hospice Saint-Joseph jusqu'en 1982. On l'appelait le dimanche, parce qu'il passait saluer les veuves avant la messe, puis repartait prendre le train. Les archives locales avaient gardé la légende d'un convoi maudit, le train des dimanches, une rame grise qui avalait des silhouettes en noir et les recrachait à l'arrêt suivant avec un banc vide. On murmurait « secte », « mauvais œil ». La sœur, elle, ne croyait pas aux fantômes. Elle sortit une enveloppe Kraft, registre de sortie, Hospice Saint-Joseph, 1980-1982. À l'intérieur, des fiches cartonnées, perforées, avec un code couleur, vert pour les retours, rouge pour les décès, bleu pour les sorties famille. Et des dates. Le 15-2-81, le 29-3-81, le 26-4-81. Toujours un dimanche. La mention « sortie accompagnée par Dr L, destination messe/visite ».
Et 3 jours plus tard, parfois une semaine, non rentré, signalement gendarmerie. Je commençais à sentir le sature d'un récit que je n'avais pas choisi, qui me choisissait. Les chiffres s'empilaient. De février 1981 à juillet 1982, 15 sorties bleues non rentrées. 15 noms, 15 pensions de réversion suspendues, faute de signature annuelle. À la fin du paquet, un autre dossier, dactylographié, en papier pelure, procès-verbal, brigade de gendarmerie de Vaucelles, 04-07-1982. 4 juillet 1982, 18h25. Convocation de Monsieur le maire, Pierre, 49 ans, médecin. Objet, disparition de Madame B, née 1913. Déclare qu'il a accompagné Madame B à l'office de 10h, l'a laissée à la sortie, a ensuite pris le train 8647 pour se rendre à la clinique des Dombes, garde dominicale. Dit ignorer le domicile exact de la dame. Signature sèche. Tampon violet. Aucune suite. J'ai sorti mon carnet. J'ai noté les trains, les heures, les paires de noms qui revenaient. Le maire, le chef de gare Bricourt, et, dans les observations, un autre patronyme. Bonnard. Pont funèbre. Convention. Une convention, c'est un contrat de portage de corps et de formalité. J'ai regardé sur Thérèse. Pourquoi vous, maintenant? Parce que j'ai compté les dimanches. Parce qu'une pension ne se coupe pas toute seule, il faut une signature, et que certaines signatures du dimanche, elle sortit un dernier feuillet, une photocopie grise. Procuration bancaire 21-6-1981, mandataire A. Bonnard, signé B. Martin, paraphe Tremblay, témoin P. Lemaire. Un notaire vous dira, une procuration un dimanche, c'est impossible. Étude fermée, greffe fermée. Et pourtant, là, sur ce papier, 3 noms. Un médecin, un croque-mort, une veuve qui n'écrivait plus depuis son attaque de 1979. Je me suis retourné vers le quai. Le brouillard se levait, on entendait, très loin, la corne d'un autorail. Les histoires aiment les métaphores. Celle-ci n'en avait pas besoin. Elle avait des tampons horaires, des tarifs réduits, des fiches d'obsèques et un train qui partait à 9h12 le dimanche. Extrait. Registre de compostage, boîtier numéro 3, quai 2. 14-06-1981, 9h30. Billet aller-retour invalide, série 7-1, numéro 004913, composteur, OK. 14-06-1981, 9h07. Billet accompagnant, plein tarif, numéro 11302. 14-06-1981, 9h11. Billet aller simple, série 51, numéro 217, mention manuscrite, annulée. La sœur remonta son col, comme si le vent avait poussé quelque chose de glacé entre nous. « Vous allez en faire quoi » demanda-t-elle. « Raconter, avec des dates, et sans excuse. Le train des dimanches n'était pas une légende, c'était une habitude. Et une habitude, quand elle devient rentable, fabrique de la complicité. À partir d'aujourd'hui, on va remonter, dimanche par dimanche, et mettre des noms sous les initiales gravées dans le banc. Et surtout, on va expliquer pourquoi la peur du fantôme arrangeait tant de monde. Elle détournait les yeux des signatures, des timbres humides et des commissions en espèces. Abonnez-vous pour suivre l'enquête pièce par pièce. La prochaine partie, les tarifs du deuil et la caisse noire du chef de gare, 1981. Le 18 novembre 1981, une note interne de la SNCF signale une anomalie. La petite gare de Saint-Aubin a encaissé ce trimestre près du double de billets aller simples invalides par rapport à l'année précédente. Officiellement, le nombre de voyageurs diminuait. Fermeture des usines, départ des familles vers Nancy, route départementale plus rapide. Alors, pourquoi cette hausse soudane? La réponse se cache dans la colonne « Observation ». À côté de certains numéros de billets, une main nerveuse avait noté « Deuil » ou « Obsèques ». Tous ces billets étaient des allers simples, tarifs réduits, toujours achetés le dimanche. J'ai demandé à sœur Thérèse comment on justifiait ces trajets. On disait aux dames « Prenez le train, c'est moins cher pour aller voir les tombes à Vaucelles ». Mais la plupart n'avaient plus de famille là-bas. Et celles qui y allaient n'en revenaient pas. Dans une boîte à chaussures, parmi les liasses jaunilles, j'ai trouvé le carnet de caisse du chef de gare, M. Bricourt. Des pages quadrillées, colonne de francs, rature au stylo noir. Entre les lignes « Vente billets » et « Dépôt colis », une rubrique revenait toujours avec le terme « Convention B ».
Chaque dimanche, la somme changeait. 100 francs, 120 francs, 150 francs. À droite, une annotation sèche. Réglé DRL. Un chef de gare n'encaisse jamais ce genre de convention. Ici, B ne pouvait être que Bonnard, l'entrepreneur de pompes funèbres. Dans les archives communales de Vaucelles, j'ai retrouvé un courrier du maire, daté du 22 mars 1981. Nous avons observé une augmentation des convois funéraires organisés par la maison Bonnard, principalement des femmes âgées originaires de Saint-Aubin. Étonnamment, leurs décès ne sont pas toujours enregistrés à l'état civil local. La réponse du préfet, reçue en avril, était laconique. Aucune irrégularité notable. Les transferts de corps vers d'autres départements expliquent la discordance. En clair, affaire classée. Pourtant, les papiers disaient autre chose. Le 15 mars 1981, une note indiquait « Convention B, 100 francs pour obsèques MC ». Dans les registres de l'OPIS, ce même jour, une fiche « Madame C, 73 ans », sortie accompagnée par Dr L, retour prévu au 16-03. Aucun retour. Dans le registre paroissial de Saint-Aubin, pas de messe de funérailles. Dans celui de Vaucelles, en revanche, inhumation anonyme, 17-03-81, concession Bonnard. Le schéma apparaissait nettement. Le médecin accompagna une pensionnaire en train, le dimanche, le chef de gare validait un billet réduit et encaissait une somme en liquide. Bonnard organisait une inhumation discrète à Vaucelles, parfois sous un nom incomplet, parfois comme non réclamé. Puis, quelques jours plus tard, surgissait une procuration bancaire ou postale signée d'une main tremblante, donnant pouvoir à Lemaire ou Bonnard, pour gérer les fonds. J'ai eu entre mes mains une de ces pièces. Procuration. Caisse d'épargne Nancy, 27 septembre 1981, mandataire Dr P. Lemaire, signataire Madame D, 85 ans. Aphasie partielle, témoin A. Bonnard, J. Bricourt. Cachet bancaire, dimanche 27 septembre 1981. Une procuration un dimanche alors que l'agence était fermée. Et pourtant, validée. Personne n'avait vérifié. La sœur Thérèse ferma le dossier avec un geste sec. Vous voyez, le fantôme, c'était utile. Les gens croyaient à une malédiction du dimanche. Ils n'osaient pas demander pourquoi ces femmes disparaissaient. Et chaque fois qu'on parlait du train, on détournait les yeux des factures des pompes funèbres. Je comprenais désormais. Ce n'était plus une rumeur, mais une mécanique bien huilée. Un train à 9h12, un billet réduit, une signature fabriquée, un convoi discret, et des francs en liquide qui circulaient entre trois hommes. Le silence ici n'était pas seulement de la peur, c'était un profit partagé. Quand on a rouvert l'hospice Saint-Joseph en 2004 pour le transformer en maison de retraite moderne, personne ne voulait vraiment toucher au bureau du médecin-chef. La porte était gonflée par l'humidité, les vitres recouvertes de crasse. Et la plaque de cuivre Dr P. Lemaire, médecin-chef, s'oxydait comme si le nom lui-même refusait d'être relu. Il fallut un pied de biche pour forcer la serrure. L'odeur de renfermé nous prit à la gorge. Poussière, éther évaporé, cuir moisi. Au milieu, une armoire métallique. Tout en haut, une boîte en carton, scellée d'un ruban adhésif jauni. À l'intérieur, des liasses de lettres. Pas des courriers médicaux, mais des échanges avec un notaire de Nancy et avec la maison Bonnard. Sur papier pelure. En tête, Clinique des Dombes, Vaucelles. Daté du 3 mai 1981. Je confirme que la patiente M est dans l'incapacité permanente de signer. Il convient d'user du modèle habituel. Merci de faire valider la procuration dès dimanche afin que la rente ne soit pas suspendue. Pas un mot sur l'état clinique, pas de diagnostic, seulement des instructions pour que l'argent continue à couler. Dans une autre lettre, adressée à Bonnard, il écrivait « Il serait opportun de regrouper les cérémonies discrètes au cimetière de Vaucelles. Cela limite les démarches et rassure les familles éloignées. Vous aurez ma signature si besoin. » Rassurer qui? Les familles ou les complices? Je feuilletais, incrédule. Chaque courrier parlait moins de médecine que de paperasse, de pension, de modèle habituel. Le médecin n'était plus un soignant. C'était un gestionnaire du passage entre la vie et la banque. Parmi les papiers, j'ai trouvé un registre cartonné, étiqueté « Pharmacie interne périmée ». C'est le genre de cahier qu'on doit tenir pour noter la destruction des médicaments arrivés à échéance.
Chaque ligne portait la même signature sèche, P. Lemaire. Les dates s'enchaînaient entre 1980 et 1982. Et toujours les mêmes mentions. Chloral, morphine, digitaline, parfois 12 ampoules, parfois 20. Un dimanche 14 juin 1981, il note la destruction de 12 ampoules de morphine. Mais dans le registre des soins, aucune injection ce jour-là. Où étaient passées ces doses? Sœur Thérèse, qui m'accompagnait, eut un frisson. Elle se souvenait d'un détail. Dans un placard oublié du dortoir des infirmières, on avait retrouvé une boîte métallique pleine de seringues, rincées, emballées dans du papier journal de 1981. Elle me dit à voix basse, « Certaines mouraient trop vite, sans convulsion, sans râle, comme si on avait coupé un fil. » Elle se tut, puis ajouta, « On priait pour elle. » Lui priait pour les chiffres. Je continuais à parcourir les lettres. Une m'a particulièrement glacé. Elle n'était pas envoyée, restait pliée dans un cahier. Lemaire y écrivait. Chaque dimanche, les mêmes visages. Elle me regarde avec confiance. Je sais qu'elles ne reviendront pas. Mais tout est réglé. Billet, signature, enterrement. Bricourt est efficace. Bonnard fiable. Le reste n'est que paperasse. Puis une phrase raturée, encore lisible. Je fais ce que personne n'ose dire. Je rends service. Le service, c'était la mort. Préparée, signée et encaissée. À la fin du registre des médicaments, une petite note griffonnée en marge m'a figé. Remboursement prévu. 150 F. Comme une comptabilité parallèle. Chaque dose de morphine notée comme détruite équivalait à une convention, à une procuration, à une veuve de moins. Je me suis assis dans le vieux fauteuil en cuir. Le bois craquait, la poussière volait dans les raies de lumière. J'avais devant moi la preuve que le fantôme du train des dimanches n'était pas une légende. Derrière les billets compostés et les enterrements discrets, il y avait un médecin qui écrivait froidement ses propres aveux, un chef de gare qui tenait les comptes, un croque-mort qui encaissait. J'ai refermé le registre. Désormais, il ne s'agissait plus seulement de complicités administratives. On tenait la main qui a injecté, la plume qui a signé et les chiffres qui comptaient la mort comme un revenu. Le 7 avril 1982, un nom réapparaît dans les archives judiciaires de Vaucouleurs. Celui d'André G., 20 ans, stagiaire infirmier à l'hospice Saint-Joseph. Dans un carton étiqueté « pièces diverses », j'ai trouvé un procès-verbal dactylographié, 3 pages. Tampon bleu, brigade de Vaucouleurs. Il y est écrit qu'André a sollicité la gendarmerie pour faire état de pratiques suspectes observées lors de ses permanences dominicales auprès du docteur Lemaire. Le document débute par un préambule sec. L'intéressé est apparu nerveux mais cohérent. Ensuite, les phrases tombent comme des pierres. André raconte que le dimanche matin, juste avant que le train 8647 ne parte, Lemaire faisait monter une pensionnaire, souvent une veuve, et qu'il la plaçait toujours dans le même compartiment de 3e classe. Le stagiaire affirmait avoir vu le médecin administrer une injection calmante avant le départ. Il notait que certaines des patientes semblaient somnolentes avant même que le train ne quitte le quai. André décrit aussi les retours. Le dimanche soir, Lemaire rentrait seul. Quand le stagiaire demandait des nouvelles, le médecin répondait « La famille s'en occupe, vous comprenez ». Mais aucune famille n'était jamais venue chercher ces femmes. Dans son témoignage, le jeune homme mentionne également des flacons sans étiquette, rangés dans une mallette noire, et une armoire de pharmacie qui contenait moins d'ampoules que le registre ne l'indiquait. Le procès-verbal se conclut sur une note troublante. L'intéressé dit craindre des représailles, a sollicité une protection, mais aucune suite n'est notée. À la page suivante, une mention manuscrite, classée. Pas de corps, pas de plainte familiale. Sœur Thérèse se souvenait d'André.
Elle me dit qu'il avait disparu de l'hospice à l'été 1982, officiellement pour poursuivre ses études à Nancy. Mais elle n'a jamais revu son nom dans les registres d'infirmiers diplômés. Dans une lettre privée qu'elle avait conservée, datée de juin 1982, il lui écrivait « J'ai dit ce que j'ai vu, mais personne ne veut l'entendre. Ici, le dimanche est plus fort que la vérité. » Il y a, dans cette histoire, une ombre encore plus lourde. Dans les archives, un rapport de gendarmerie fait état d'un accident survenu le 17 juillet 1982. André G., victime d'une chute de vélo, retrouvé mort sur une route de campagne. Le corps présentait des ecchymoses, la roue arrière brisée. Le médecin signataire de l'acte de décès n'était autre que le docteur Lemaire lui-même. La cause indiquée, traumatisme crânien accidentel. Je relisais ces pages dans la salle glaciale des archives, les néons bourdonnant au-dessus de moi. Tout y était, un témoin, une dénonciation précise, des détails sur les injections, et, 3 mois plus tard, un accident commode qui fermait la bouche d'un jeune homme trop jeune. Je posais la feuille sur la table, le papier tremblait dans mes mains. L'histoire du train des dimanches n'était pas une légende. C'était une mécanique d'élimination, validée par des tampons, protégée par des silences et huilée par la mort d'un témoin trop jeune. Le train 8647 continuait de circuler, les veuves montaient toujours, billets compostés, sourire confiant. Mais désormais, je savais qu'un stagiaire avait eu le courage d'écrire noir sur blanc ce que tout le monde soupçonnait et que son procès-verbal avait fini enterré dans une chemise oubliée. Je posai la feuille sur la table. Le papier tremblait dans mes mains. L'histoire du train des dimanches n'était pas une légende. C'était une mécanique d'élimination validée par des tampons, protégée par des silences et huilée par la mort d'un témoin trop jeune. Dans le grenier du tribunal de commerce de Nancy, un lot de cartons portait l'étiquette « Succession, dossier incomplet ». Au milieu de ces piles de liasses poussiéreuses, j'ai trouvé une chemise Kraft marquée d'un nom que je connaissais déjà trop bien. Maire Durand, notaire associé, 1981-1983. À l'intérieur, des copies de procuration, des relevés bancaires et une correspondance dense avec un certain docteur Lemaire. La première pièce datait de novembre 1981. Le notaire accusait réception d'une procuration signée par Madame B., pensionnaire de Saint-Aubin, conférant mandat à Lemaire pour gérer un compte de la caisse d'épargne. Dans la marge, Durand notait au crayon « Signature incertaine, main tremblée ». Pourtant, l'acte était enregistré, validé. Ce qui choquait le plus, c'est que la procuration portait un cachetet daté d'un dimanche, alors que l'étude était fermée. En janvier 1982, un autre courrier, adressé cette fois à Bonnard. « Monsieur, veuillez trouver ci-joint les fonds libérés suite au décès de Madame C. Montant 12 400 francs. Merci de vous coordonner avec le docteur L pour le dépôt sur le compte prévu. » Pas un mot sur la famille. Pas un mot sur la succession. Les veuves disparaissaient et l'argent glissait doucement d'un compte à l'autre. Les relevés bancaires de 1982 révèlent un détail encore plus inquiétant. À plusieurs reprises, des dépôts en espèces de sommes rondes, 3 000, 5 000, parfois 7 500 francs, apparaissent sur un compte ouvert à Nancy au nom d'une association fictive, Société d'entraide des veuves catholiques. Une enquête rapide dans les registres m'a appris que cette société n'avait jamais existé ailleurs qu'en que sur le papier. L'adresse indiquée correspondait à une boîte postale louée au nom d'un certain A. Bonnard. En mars 1983, un incident survient. La caisse d'épargne bloque un transfert de fonds suspectant une incohérence dans les signatures. La veuve censée avoir signé la procuration était déclarée morte depuis 2 ans. Un courrier du directeur de l'agence glacé et résume la situation. Mandat invalide, décès antérieur à la signature, gel du compte en attente de régularisation.
Ce gel provoqua une panique discrète mais perceptible dans la correspondance. Le maire écrit au notaire le 18 mars 1983. « Il est impératif de débloquer ces sommes au plus vite. Toute enquête attirerait une attention néfaste sur nos actions. Vous savez comme moi qu'il s'agit d'une simple erreur de transcription. » Et plus loin, « Je ne peux pas me permettre d'exposer mes activités dominicales. » Ce mot « dominical » apparaît encore dans d'autres lettres, comme si le dimanche était devenu un code, un synonyme du système entier. Le train, les billets, les injections, les enterrements, les signatures, tout tenait en ce seul mot. Sœur Thérèse, en découvrant ces papiers avec moi, eut un sourire amer. Vous voyez, quand l'argent s'est mis à bloquer, là ils ont eu peur. Pas pour les femmes, pas pour les familles, mais pour leur trésor. Ce qui est le plus effrayant, c'est que l'affaire ne sortit jamais du cercle restreint du notariat et de la banque. Les fonds furent finalement régularisés, les comptes clôturés et les montants transférés vers une société écran domiciliée au Luxembourg. J'ai trouvé la trace de l'opération dans un registre de change de 1983, 127 000 francs transférés à Assistance Santé Internationale, siège social, Luxembourgville. Dans les journaux de l'époque, pas une ligne. À Saint-Aubin, les vieilles racontaient encore que le train du dimanche avalait les veuves, que c'était une malédiction. Personne n'a jamais dit que la malédiction avait un IBAN. En refermant la chemise Kraft, je savais que l'histoire changeait d'échelle. On quittait la gare et le cimetière pour entrer dans le monde feutré des banques et des études notariales. Et dans ce monde-là, le silence s'achetait bien plus cher que 150 francs pour une ampoule de morphine. Dans une armoire du service d'état civil de Saint-Aubin, un employé m'a tendu un registre épais, couverture de toile verte, années 1980 à 1985. Les pages sont soigneusement remplies à l'encre bleue, mais certaines lignes portent une tache, un gribouillage ou un blanc. C'est en comparant ces pages avec les listes de l'hospice que la vérité est apparue. Entre 1980 et 1983, 12 pensionnaires ont été sortis officiellement pour visite familiale le dimanche. Sur ces 12 noms, seulement 3 apparaissent ensuite comme décédés à Saint-Aubin. Les autres disparaissent purement et simplement, comme si elles n'avaient jamais existé. À Vaucelles, dans le registre paroissial, j'ai trouvé des mentions laconiques. Inhumation, femme non réclamée. Veuve anonyme. Âge estimé, 70 ans. Pas de date de naissance, pas de famille, seulement une fosse numérotée. La maison Bonnard avait fourni les cercueils, et c'est tout. J'ai demandé au secrétaire de mairie pourquoi les certificats n'étaient pas plus précis. Il a haussé les épaules. Le docteur Lemaire nous transmettait les papiers, nous on tamponnait. Quand c'est un médecin, on ne discute pas. En 1984, un journaliste local, Jean-Michel Roux, pigiste pour un hebdomadaire régional, a commencé à s'intéresser à ces anomalies. Dans ses carnets, retrouvés par son fils des décennies plus tard, on lit des notes sèches. 6 décès, Vaucelles non déclarés, Saint-Aubin, billet dimanche égale Paterne, Lemaire, Bonnard, Bricourt, triangle. Roux avait senti la mécanique. En mars 1984, il publia un article discret, en page 5, sous le titre « Mystérieuse veuve de Saint-Aubin, des disparitions sans trace ». Le papier posait des questions. Pourquoi certaines femmes âgées n'avaient-elles pas de sépulture connue à Saint-Aubin? Pourquoi leurs noms disparaissaient des listes de pensionnaires sans acte de décès complet? L'article ne citait pas de coupables, mais évoquait une possible organisation de convois funéraires irréguliers. La réaction fut immédiate. L'hebdomadaire reçut une lettre de mise en demeure signée du cabinet d'avocats de la maison Bonnard. On y dénonçait des insinuations calomnieuses. On exigeait un droit de réponse. Le numéro suivant publia une rectification sèche sous la pression. L'affaire s'arrêta net. Sœur Thérèse se souvenait de ce moment. Elle m'a dit
On croyait que la lumière allait enfin percer, mais après la mise en demeure, Roux n'est plus jamais venu à l'hospice. On disait qu'il avait été muté à Metz. Pourtant, dans ses carnets, il avait noté une dernière phrase avant de tout arrêter. « Impossible d'aller plus loin sans témoin vivant. Tout le monde a peur. » Et c'est vrai. Chaque fois que je parlais du train des dimanches, les anciens baissaient les yeux, certains faisaient le signe de croix, d'autres changeaient de sujet. Ce n'était pas seulement de la superstition, c'était la mémoire d'un système où l'état civil lui-même avait été faussé, où les tampons et les registres servaient à effacer des vies. En quittant la mairie ce jour-là, j'ai traversé la place. L'air sentait la pluie froide et le fer rouillé. Je pensais aux pages vertes du registre, aux noms raturés, aux veuves anonymes couchées dans des fosses numérotées, et je comprenais pourquoi l'article de Roux n'avait jamais trouvé d'écho, parce qu'il avait touché le mur du dimanche, ce mur fait de silence, de peur et de complicité locale. Au printemps 1985, le docteur Lemaire avait 57 ans. Officiellement, il dirigeait toujours l'hospice Saint-Joseph, mais dans les faits, il apparaissait de plus en plus rarement aux réunions de santé publique. Plusieurs témoins décrivent un homme amaigri, nerveux, parfois ivre dès le matin. Un rapport interne, retrouvé dans les archives de la Direction départementale de la santé, note « État d'agitation chronique, propos incohérents, soupçon de dépendance à la morphine. » Ironie terrible, l'homme qui avait signé tant de registres de périmés en consommait lui-même. Les derniers mois de sa vie sont documentés par des lettres confuses qu'il adressait encore au notaire de Nancy. Dans l'une, datée du 2 février 1985, on lit « Les dimanches ne me quittent pas, elles sont toutes là, dans le compartiment, elles me fixent. Vous devez accélérer les transferts avant que tout s'effondre. » Une écriture tremblée, presque illisible. Le notaire, prudent, classa sans suite. Le 14 mai 1985, la chute eut lieu. Lemaire fut retrouvé gisant au bas de l'escalier de service de l'hospice, crâne fracturé. La version officielle parla d'un accident, glissade due à une perte d'équilibre. Mais plusieurs employés, interrogés plus tard, évoquaient des cris, puis un bruit sourd, comme une bousculade. Aucune enquête sérieuse ne fut menée. L'affaire fut close en 3 jours. L'autopsie, pratiquée à la hâte, révéla pourtant un détail glaçant, des concentrations anormales de morphine dans le sang, compatibles avec une auto-intoxication chronique. Plus étrange encore, une brûlure circulaire sur l'avant-bras gauche, comme la trace d'une injection mal faite. Lemaire, médecin aguerri, n'aurait pas commis une telle erreur sur lui-même. À Saint-Aubin, la nouvelle de sa mort provoqua un soulagement silencieux. Les familles murmurèrent que le fantôme du train des dimanches avait enfin pris son médecin. Mais au cimetière, le jour de l'enterrement, il y avait surtout des regards fermés et des conversations étouffées. Aucune famille reconnaissante, aucun patient sauvé, seulement quelques notables, le croque-mort Bonnard et Bricourt, le chef de gare. 2 complices debout au premier rang, comme pour veiller à ce que rien ne déborde. Sœur Thérèse, elle, se souvenait d'une scène particulière. La veille de sa mort, Lemaire errait dans le couloir, répétant à mi-voix « Le compartiment est plein, elles m'attendent toutes ». Elle avait vu écrire frénétiquement sur un bout de papier qu'il avait ensuite déchiré. Dans la corbeille, elle retrouva 3 mots lisibles, billet, veuve, dimanche. La vérité, c'est que la mécanique du train des dimanches venait de perdre son rouage principal, mais ni Bonnard ni Bricourt ne semblaient inquiets. Dès la semaine suivante, une nouvelle main signait les certificats de décès. Un médecin suppléant, discret, installé à la hâte. Le système n'était pas mort avec Lemaire, il s'était simplement adapté. Le 12 février 1986, en pleine nuit glaciale,
Un incendie ravagea le dépôt de la petite gare de Saint-Aubin. Le feu fut déclaré à 3h17 du matin par un cheminot de passage. Les flammes dévoraient déjà les bureaux où l'on conservait les registres des billets, les cahiers de caisse et les carnets de compostage. Les pompiers de Vaucelles mirent 4 heures à maîtriser l'incendie. Le lendemain, il ne restait qu'une carcasse noire, des poutres effondrées et une odeur de bois calciné qui flottait encore à l'aube. Le rapport officiel parla d'un court-circuit dans le système de chauffage électrique. Mais à l'époque, la gare n'avait plus que 2 radiateurs à mazout, coupés depuis des semaines. Les habitants racontent avoir vu un homme rôder autour du dépôt la veille au soir. Silhouette sombre, un bidon à la main. Aucun témoin n'osa signer une déclaration. Ce qui brûla surtout, ce furent les archives. Tous les registres des années 1979 à 1983 disparurent. Carnet de caisse de Bricourt, liste de billets allés simples, invalides, notes de service interne. Tout s'était envolé en fumée. Dans les journaux locaux, un entrefilet d'à peine 10 lignes. Incendie accidentel à la gare de Saint-Aubin. Pas de blessés, dégâts matériels importants. Pas un mot sur les documents perdus. Pourtant, une note de la SNCF, retrouvée bien plus tard dans les archives régionales, révèle que l'incendie visait des papiers gênants. Le chef du service comptable écrivait « Nous regrettons la destruction de registres contenant des anomalies tarifaires récurrentes sur le train 8647. La perte empêche toute vérification. » Autrement dit, sans preuves écrites, plus de compte à rendre. Sœur Thérèse, toujours vive malgré les années, se souvenait de cette nuit. « Les pompiers étaient encore là quand Bonnard est passé devant les ruines, dit-elle. Il a regardé les flammes comme un homme qui contemple son propre travail fini. Puis, il est parti sans un mot. » Quelques jours après l'incendie, la rumeur enfla. Le feu avait été volontaire, destiné à effacer toute trace du train des dimanches. Mais à Saint-Aubin, on parlait à voix basse. Les anciens disaient que c'était le fantôme des veuves qui avait mis le feu pour se venger. Cette croyance arrangeait bien les vrais coupables. Derrière la superstition, on ne posait pas de questions. Dans les archives judiciaires, une seule enquête est mentionnée. 3 pages à peine, concluant à un « accident probable ». Pourtant, un détail attire l'attention. Le premier pompier arrivé sur place signale avoir senti une forte odeur d'essence. Cette phrase fut biffée au stylo rouge dans le rapport final. Le feu avait avalé les papiers, mais il avait aussi allumé un autre brasier. La peur que tout cela ne recommence ailleurs, car sans preuve, sans registre, sans billet marqué, deuil, la mécanique pouvait tourner encore dans l'ombre. En refermant le dossier, je repensais à cette gare réduite à un squelette noir. Le train 8647 continuerait de circuler encore quelques années, mais désormais son histoire officielle était blanche, vidée, nettoyée par les flammes. On avait brûlé les traces pour que la mémoire elle-même se consume. L'hiver 1987 fut rude à Saint-Aubin. La neige bloquait les routes, le vent soulevait les tôles mal fixées de la gare calcinée. C'est dans ce décor que mourut André Bonnard, l'entrepreneur de pompes funèbres, qui, pendant des années, avait fourni les cercueils des veuves disparues. Il s'éteignit officiellement d'une crise cardiaque, seul, dans sa grande maison de pierre au volet clos. Sa mort aurait pu passer inaperçue, mais en triant ses affaires, le notaire chargé de la succession découvrit une série de carnets comptables dissimulés dans une malle en bois rangée au grenier. Ces carnets, couverts d'une écriture serrée, révélaient une comptabilité parallèle. Paiement liquide, convention spéciale, nom de femme suivi d'un simple trait, montant encaissé. Les chiffres correspondaient presque exactement aux dates des départs du train du dimanche. Ce n'étaient pas de simples notes. À côté de chaque nom figurait un code. B pour billet, M pour médecin, C pour caisse. Parfois une annotation plus crue. Retour inutile, cercueil standard, dépôt immédiat. Tout y était. La mécanique de la mort, transformée en tableau comptable.
Dans le tiroir d'un buffet, on retrouva aussi une enveloppe scellée contenant son testament manuscrit, un texte bref, mais terriblement révélateur. « Je lègue ma maison à ma nièce Claire, mais je demande qu'on n'ouvre pas mes carnets. Quiconque les lira saura que le dimanche était notre œuvre commune. » Cette phrase glaça le notaire, qui la lut à voix basse devant 2 témoins. L'expression « notre œuvre commune » désignait-elle le maire et Bricourt ou d'autres complices restés dans l'ombre? Les carnets furent placés sous scellé, mais une semaine plus tard, ils avaient disparu. Le coffre de l'étude notariale avait été fracturé sans effraction visible. Officiellement, l'affaire fut attribuée à un cambriolage ordinaire. Officieusement, tout le monde comprit que les carnets de Bonnard ne devaient jamais atteindre la justice. Sœur Thérèse, une fois encore, me confia ce qu'elle avait vu. Le jour de l'enterrement de Bonnard, sur la petite place gelée, Bricourt, l'ancien chef de gare, se tenait au premier rang. Il ne pleurait pas. Il fixait le cercueil avec un rictus de fatigue, comme un homme qui enterre moins un complice qu'un chapitre dangereux de sa propre vie. « C'est lui qui a hérité du silence », murmura la sœur. Dans les semaines qui suivirent, plusieurs rumeurs circulèrent. On disait que Bonnard avait ouvert un compte au Luxembourg, qu'il y restait plus de 100 000 francs jamais réclamés. On disait aussi qu'il avait confié à un prêtre de Vaucelles une boîte en métal contenant la preuve que tout était vrai. Mais aucune boîte ne fut jamais retrouvée. Dans la maison vide de Bonnard, les héritiers découvrirent encore un détail macabre. Au grenier, une dizaine de cercueils neufs, empilés, jamais utilisés, tous marqués d'un même tampon, dimanche. Comme si le jour lui-même avait été gravé sur le bois, en prévision des disparitions à venir. Avec la mort du croque-mort, la mécanique semblait vaciller. Mais la disparition des carnets signifiait aussi que le secret restait entier. Ceux qui avaient profité du train des dimanches pouvaient continuer à dormir tranquilles. Le silence, encore une fois, avait été acheté. En 1988, 6 ans après le témoignage étouffé du stagiaire André G. et 1 an après la mort suspecte de Bonnard, il ne restait qu'un seul membre du triangle originel encore en vie, Jean Bricourt, ancien chef de gare de Saint-Aubin. Retraité depuis 1984, il vivait seul dans une petite maison au bord des voies, à 2 pas d'un passage à niveau rouillé. On le décrivait comme un vieil homme courbé, obsédé par ses papiers, toujours une lampe allumée tard dans la nuit. Un rapport de la gendarmerie de Vaucelles, daté du 12 juin 1988, mentionne l'ouverture d'une enquête exploratoire concernant des anomalies comptables liées à la gare de Saint-Aubin. Pour la première fois, Bricourt fut convoqué officiellement. L'interrogatoire dura 2 heures. Les procès-verbaux que j'ai consultés montrent un homme prudent qui feignait l'oubli. À toutes les questions, il répondait « Je ne me souviens plus. C'était il y a longtemps. Je suivais les consignes. » Pourtant, un passage intrigue. Le gendarme lui demande s'il a perçu des paiements en liquide de la part de Bonnard. La réponse notée est « Oui, parfois, pour des services rendus, mais rien d'illégal. » Quelle définition donnait-il à « illégal » ? Quand on lui parla du train du dimanche, il esquiva « Tous les billets étaient réguliers et contrôlés. S'il y a eu des obsèques, je n'en sais rien. » La gendarmerie demanda à voir ses registres personnels. Bricourt affirma qu'ils avaient brûlé dans l'incendie de 1986. Mais quelques semaines plus tard, lors d'une perquisition, on découvrit un petit cahier noir dans son buffet de cuisine. Les pages contenaient des colonnes de chiffres, datées entre 1980 et 1983. À côté de plusieurs dimanches, une annotation « Conve, B, réglé ». Les mêmes mots que dans le carnet de caisse retrouvé jadis. Ce cahier aurait pu tout changer, mais le dossier fut mystérieusement suspendu. Dans les archives, un tampon rouge, classement sans suite, insuffisance de charge. Officiellement, le cahier ne constituait pas une preuve directe. Officieusement, tout le monde savait que pousser l'enquête signifiait affronter non seulement un vieil homme fatigué, mais aussi les notables qui avaient profité du silence. En août 1988, Bricourt fut hospitalisé à Nancy pour une embolie pulmonaire.
Il mourut 3 jours plus tard, sans jamais avoir été renvoyé devant un tribunal. Ses funérailles furent modestes. Une dizaine de cheminots retraités, 2 cousins éloignés. Pas de prêtre, pas de discours. Dans la foule clairsemée, sœur Thérèse se souvient d'avoir entendu une phrase chuchotée par un ancien collègue. C'était le dernier à tenir la billetterie de l'enfer. Avec la mort de Brécourt, le trio était dissous. Mais l'impunité, elle, restait entière. Aucun procès, aucun jugement. Les veuves du train du dimanche n'avaient pas de tombe marquée, pas de justice rendue. Seulement des registres incomplets, des carnets disparus, des témoins réduits au silence. Et dans la mémoire de Saint-Aubin, le fantôme du train continuait de circuler, chaque dimanche à 9h12, entre des rails rouillés, comme un rappel que la mécanique de la mort peut rouler longtemps tant qu'aucun frein ne l'arrête. En 2004, lorsque l'hospice Saint-Joseph ferma ses portes pour être transformé en maison de retraite moderne, les ouvriers chargés du chantier découvrirent par hasard une armoire oubliée derrière une cloison. À l'intérieur, des papiers jaunis, copies de lettres du docteur Lemaire, fragments du registre de pharmacie et une chemise notariée portant le nom de Bonnard. C'était la première fois que des preuves matérielles, jusque-là éparpillées ou brûlées, réapparaissaient au grand jour. Un historien local, mandaté par la municipalité, prit la mesure de l'affaire. En recoupant les registres de l'état civil, les notes du stagiaire André G et les comptes suspects de Bonnard, il reconstitua un schéma clair. Entre 1980 et 1983, au moins 15 femmes âgées avaient disparu des listes de l'hospice sans certificat de décès complet. Toutes avaient été vues pour la dernière fois un dimanche matin, billet en main, montant dans le train 86-47. La presse régionale s'empara du dossier. En novembre 2004, un article titré « Le train des dimanches, quand l'hospice envoyait ses veuves vers nulle part » fit la une. L'opinion publique fut secouée. Les familles réclamèrent des explications. Mais la justice classa rapidement. Fait prescrit, responsable décédé. Pas de procès donc, seulement la reconnaissance d'un scandale. La mairie de Saint-Aubin fit poser une plaque commémorative dans l'ancienne gare, aujourd'hui désaffectée, à la mémoire des pensionnaires disparus entre 1980 et 1983. Que leur confiance trahie nous rappelle que la vigilance est le premier rempart contre l'abus. Chaque année, un petit groupe d'habitants et d'anciens employés vient y déposer des fleurs. En parcourant les archives, j'ai eu le sentiment d'assister à une opération chirurgicale. On retirait les chairs autour du cœur de l'affaire pour ne laisser qu'un squelette. La mécanique dominicale avait fonctionné parce que chacun acceptait sa part de silence. Le maire injectait, Bonnard enterrait, Brécourt compostait. Et tout le village, par peur ou par habitude, fermait les yeux. Le plus glaçant, c'est qu'il n'y avait rien de surnaturel. Pas de fantômes, pas de malédiction. Seulement des hommes ordinaires, profitant de la faiblesse de vieilles femmes isolées, maquillant des meurtres en paperasse. Le mythe du train des dimanches n'était qu'une couverture commode, un rideau de superstition derrière lequel se cachait une comptabilité froide. Alors, que nous reste-t-il ? La certitude que le mal n'a rien de mystérieux. Il naît de la cupidité, de la lâcheté, de la complicité tacite. Et que la seule défense, c'est le regard critique, le courage de parler même quand la communauté préfère se taire. André G, le stagiaire oublié, l'avait compris trop tôt. Aujourd'hui encore, quand on longe les rails rouillés de Saint-Aubin, certains jurent entendre un train fantôme souffler dans le brouillard du dimanche matin. Mais la vraie hantise est ailleurs. Elle est dans les registres, les billets compostés, les cercueils tamponnés dimanche. Et elle rappelle qu'un crime peut disparaître des journaux, mais jamais de la mémoire des archives. Voilà l'épilogue. Voilà la morale. Le train des dimanches n'était pas une légende, c'était une organisation humaine, efficace, cynique. Et si nous n'apprenons pas à interroger les évidences, si nous n'osons pas briser le silence, il pourrait encore repartir un jour.